J'aurais quelques remarques sur ce qui vient d'être dit. Je crois que c'est Khlaf a évoqué le modèle, enfin l'approche néoclassique dans le modèle de développement économique, le modèle de croissance. Oui, on peut considérer ça comme cela, mais il y a un problème de cohérence, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que même quand on prend le modèle de Barreau que Serclève connaît parfaitement, euh, on- les investissements dans les infrastructures, par exemple, publiques, seraient de nature à générer des externalités positives et qui profiteraient à l'ensemble de l'économie. Mais là, on est face au problème classique, c'est-à-dire que entre le délai long, c'est le délai long qui existe entre le moment où l'investissement est réalisé et celui où il se traduirait effectivement par ce forme de croissance économique ou d'effet sur l'économie. Un deuxième élément aussi, puisqu'on parle des néoclassiques, là je vais continuer, hein, c'est les apports de Romer ou de Lucas sur le capital humain, dans justement cette productivité globale des facteurs et sur les effets de cette intensité capitalistique et partant sur la performance, sur les performances économiques. Je pense que le dernier tableau que tu as montré à Saïech justement montre ce déficit de la conjonction entre les effets du capital humain et de l'investissement physique. Et à mon avis, c'est ça qui explique, de mon point de vue, la faiblesse de l'effet de levier sur la croissance économique. Et même si l'on prend l'approche néo-keynésienne, parce qu'on s'est considéré beaucoup néo-keynésien, hein, je crois que c'est Ahmed quand il était ministre des Affaires générales et économiques, je pense qu'il n'y avait pas plus keynésien que lui. Hein, je pense dans son approche, je pense que l'action pour avoir une forte action sur la demande effective, surtout depuis les années 2000, et ça c'est aussi un fait incontestable, pour inciter le secteur privé, tu en parlais à un moment à Ahmed, à investir dans les investissements de capacité et de productivité, il s'y trouvait, par cette non-préparation dont tu parlais il y a un instant, que l'ouverture commerciale du pays a davantage incité la demande à l'étranger que, que nous-mêmes soyons fournisseurs de l'étranger. Et ça agit justement par contre-coup sur cette épargne. Notre épargne a été épuisée par le solde négatif, structurel et extrêmement important qui n'a été soulagé que depuis une année par le recul de la facture pétrolière. Donc je pense que nous avons là des éléments du débat qui sont extrêmement intéressants. Je voudrais quand même juste relativiser deux remarques qui ont été faites en dépit de leur pertinence, de leur véracité. Euh, il est normal, je crois que les modèles, si on remonte au XVIIIe siècle, les surplus agricoles ont été derrière le développement d'autres secteurs. Et fort heureusement. La question n'est pas là. La question, c'est que, effectivement, c'est le comportement un peu opportuniste de ceux qui dégageraient des surplus pour les mettre là où c'est le plus sûr, le plus rentable, le moins fatigant. Je suis d'accord. Mais il est tout à fait normal que des surplus dégagés dans un secteur aillent aussi alimenter. Je pense que ça, c'est humain et on n'y peut rien. La seule question, ce qu'on pourrait déplorer sur l'agriculture, c'est qu'il ne puisse pas être le développement d'un vrai secteur agro-industriel et les débouchés. On sait que notre pays n'est pas relativement compétitif. Bien, tu as parlé du caractère agricole, disons, qui est plus, à mon avis, encore un peu rural qu'agricole par certains aspects. Et
Aujourd'hui, le taux de transformation sur les produits qui vont à l'agro-industrie sont très faibles. On a 15 à 20% de notre production. Ailleurs, c'est 200%, 300%. Les gens importent pour alimenter leur industrie. La deuxième chose sur les effectifs de l'industrie, je pense qu'il faut être un peu plus circonspect, me semble-t-il. Je pense qu'il y a eu des travaux de l'emploi. C'est que l'industrie a perdu beaucoup d'employés qui sont allés dans les services par les externalisations. Enfin, pas le secteur que je connais, il y a quand même des effectifs qui travaillent toujours dans les mêmes entreprises, mais ils ne relèvent pas du même secteur. Donc je pense qu'il faut les intégrer parce qu'on va les voir sur les comptes des entreprises dans les charges externes, mais on ne va pas les voir dans les charges du personnel. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour cette journée, pour les interventions qui étaient très instructives. D'ailleurs, je voudrais féliciter personnellement M. Khela, parce que nous sommes des amis, nous avons une communion d'esprit, d'idées, nous sommes sur la même longueur d'onde depuis bien longtemps. Moi, je voudrais uniquement continuer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire. On est tous d'accord sur le diagnostic et sur le constat. À mon avis, c'est vrai, vous avez dit qu'il y a le secteur privé et il y a l'État. Mais je pense que l'État doit donner l'exemple. S'il y a quelqu'un qui doit guider le peuple, c'est bien l'État. C'est l'élite. C'est la locomotive. C'est elle qui doit donner l'exemple. Le peuple n'a que ce qu'il faut à suivre. Donc, dans ces questions-là, je pense qu'il est intolérable que l'État ne fasse pas d'épargne. Et on le constate depuis 2012, l'État n'a pas épargné un seul sou. Donc nous avons un problème de financement de l'investissement. L'État fait de l'investissement, mais il le finance par l'endettement et il n'arrive pas, et même il recourt à l'endettement pour financer la consommation. Je crois qu'aucun économiste ne peut partager cette ligne de conduite. Donc l'État, ça est inutile. Parce qu'on s'aperçoit que le budget de fonctionnement de l'État est en grande partie, pas en grande partie, mais dans une proportion non négligeable, ça tourne autour de 20 milliards de dirhams qui sont financés par l'endettement. Donc, je me demande où sommes-nous comparativement à l'orthodoxie économique et financière. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a constaté que les ménages, la part de l'épargne des ménages a chuté de 20%, 16%. Il n'y a que 6% de ménages capables de faire de l'épargne. Donc il faut corriger le modèle. Et là, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il faut repenser le modèle. Et pour venir au modèle, notre modèle, il est basé sur la demande, sur le renforcement de la demande, alors que moi, mon point de vue, c'est que nous n'avons pas un problème de consommation de demande, nous avons un problème de production. Donc l'équation, elle est mal posée au niveau des gouvernants et des dirigeants, surtout au niveau du ministère des Finances. Donc je pense qu'il faut donner la primauté à l'offre, c'est-à-dire à la production, et non plus soutenir la demande. Peut-être qu'on pourra y revenir plus tard. Ce sont là des questions qu'il faudra résoudre, auxquelles il faudra trouver des solutions ou peut-être engager un débat pour trancher ces questions politiques. Si on ne les tranche pas, on sera toujours dans la fausse voie. À mon avis, on est dans la mauvaise orientation. Il faut changer de politique publique. Donc il faut soutenir l'offre au lieu de la demande. Nous avons un modèle de production qui est basé sur la demande, l'importation et l'endettement. C'est le cercle vicieux. Alors que la Chine ou les dragons d'Asie avaient un modèle qui est basé sur la production, sur l'épargne. Ils consommaient moins jusqu'à présent. Et c'est maintenant les États-Unis qui essaient d'exercer une pression sur la Chine pour plus de droits de l'homme des travailleurs ou pour augmenter leur salaire ou pour créer de la demande interne pour soutenir la croissance interne de la Chine. Donc eux, ils ont un modèle qui est basé sur la production, sur l'épargne et sur l'investissement. Nous avons un modèle qui est basé sur la demande, l'importation et l'endettement. Donc on est loin pour ce qui est des politiques publiques vis-à-vis de l'investissement. À mon avis, jusqu'à présent, d'émergence et le plan industriel accéléré, on s'aperçoit que l'État a opté pour un programme d'investissement, pour une industrialisation incitative. À mon avis, ce n'est pas suffisant.
moi je pencherais plutôt pour un programme d'industrialisation volontariste et interventionniste. Parce que je pense que l'État, que le secteur privé, bien, je partage votre point de vue qui doit mettre la main à la pâte et collaborer. Mais je pense, comme ça, en s'inspirant des exemples de l'Asie, que l'État a le plus de moyens, le plus de connaissances, le plus d'informations sur les filières dans lesquelles on doit s'engager. Je pense que l'État doit identifier ces filières, identifier les niches ou la manière de renforcer notre part les marchés extérieurs. Une fois que cela sera identifié, investir, mettre les moyens et après, quand les choses tourneront rond, les privatiser et les céder au privé. Je ne pense pas maintenant que les industriels que nous avons peuvent concurrencer avec les PME de l'Allemagne ou là, avec les Japonais. À mon avis, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas tous les moyens. Cela m'amène à dire que l'État doit intervenir, doit intervenir, alors que nous sommes maintenant dans une orientation inverse. Le désengagement, c'est la dérégulation, c'est la sortie de l'État dire les affaires économiques. Nous sommes dans une voie inverse. Moi, je crois que l'État doit retourner. Le fait qu'on a privatisé, qu'on a dit que c'est mal géré, tout ça, c'est de la démagogie. Parce que nous avons des entreprises publiques très bien gérées et gérées d'une façon meilleure que le secteur. Où nous avons des cas qui, c'est la Samir par exemple, c'était bien géré. Maintenant, regardez, on l'a privatisé, regardez les problèmes. Donc le fait de se désengager, que l'État sorte de la sphère économique, je crois que c'est un faux problème. Dans les deux bords, nous avons des cas d'excellence, mais aussi des flops. Dans les deux. À mon avis, que l'État doit revenir dans la sphère, intervenir et indiquer le chemin au secteur privé. Parce que si on opte pour l'autre voie, c'est-à-dire attendre que le secteur privé ou les industriels bâtissent des entreprises, là, on est parti pour des décennies, à mon avis. Je veux dire qu'on n'a pas une classe de capitalistes ou une classe d'industriels capable de prendre les rênes de l'économie nationale. Khadija Msmoudi, journal d'économie. J'ai trois petites questions très directes. C'est les projections, c'est à partir de 2000. On ne voit pas l'impact du plan Maroc vert, c'est destiné à l'agriculture, l'impact du plan émergence, accélération industrielle et les différentes stratégies qui ont été lancées, et elles ont été lancées en faveur du privé, bien sûr. Ça. La deuxième question, quel est le meilleur modèle économique pour le Maroc, à votre avis? Le modèle économique idéal pour le Maroc. Et la troisième question, est-ce que vous maintenez votre taux de croissance, la prévision de croissance pour 2016? Moi, je vais surtout me pencher sur un côté, disons, plus politique. Parce que on a beau parler de croissance, je crois que c'est ce mythe de croissance. Mon problème, comment je le vois, c'est le mythe de la croissance. Il faut démystifier cette croissance. On parle de croissance, mais tout le monde aujourd'hui est arrivé à dire que la croissance n'arrive pas à réduire le chômage, n'arrive pas à réduire les inégalités sociales. Et dans ce cas-là, je dirais qu'il faut opter, bien sûr la croissance elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il faut, je crois, opter pour un développement humain. Il faut opter pour le bien-être de la société. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il y a le paradoxe se situe entre ces investissements publics importants et cette croissance qui n'arrive pas à suivre. Donc, il faut chercher les causes dans un pays tel que le nôtre, les causes qui sont structurelles et politiques. Donc, il faut voir pourquoi cette croissance, elle ne fait rien, elle profite surtout à une minorité, alors que il y a la pauvreté, l'analphabétisme et tout ce que vous savez, vous l'avez bien dit d'ailleurs. Donc c'est vraiment paradoxal. Et justement, je finirai par vous dire qu'il faut arrêter ce mythe de croissance. Il faut croissance, mais il faut
il faut opter pour un autre modèle, un modèle de croissance qui se baserait sur l'industrialisation d'abord. Parce qu'un pays qui n'est pas industrialisé ne peut pas sortir de la crise. Et merci. إدريس الشرقاوي فاعل إعلامي عن جريدة الحدث. في الحقيقة أنا سأبتدئ من حيث انتهى السيد حليمي، حيث قلت كلام جد مهم وهو التربية والتعليم، وكذلك سأعرج على آخر متدخر حيث قال كذلك بالحرف يجب أن نعرف الإشكال، وهذا جاء في مداخلات ديالك وكذلك ديال الأستاذ كريم. كاين غياب رؤية، فيزيون، غياب تتبع، غياب إرادة سياسية. أنا كان واحد السؤال كيؤرقني كثيرا، وقبل ما غادي نقول السؤال يجب أن نرجع إلى 2008 إلى يومنا هذا، كيف تراجع المغرب في التنمية البشرية من 127 إلى 130 إلى السنة الفارطة زاد نقطة واحدة. هذا واحد. بالنسبة للحكامة، لا غوفرنونس، الحكامة هذا مشكل كبير، وهو التعريف ديالها هو كل واحد يجب أن يشتغل من موقعه الخاص. التصريحات الأخيرة ديال معالي الوزير أخنوش وزير الفلاحة عن المغرب الأخضر، قال نحن الآن في حاجة إلى مليار آخر لتحسين الوضعية ديال. وكذلك فيما يخص كما قلت سي حليمي الخطاب ما قبل الأخير ديال صاحب الجلالة اللي تكلم على الإنسان اللامادي، أنا نعطي نموذج ديال كوريا. كوريا كانت أسوأ من المغرب، ولكن فضل استثمارهم في العنصر البشري وصلوا الآن، والآن أصبحت تضاهي واحد المجموعة ديال الدول. إذا يجب أن نقف أين يوجد الخلل. إذا الخلل هو يجب أن نرجع إلى التعليم، ثم التعليم، ثم التعليم، وتكون هناك إرادة سياسية. وهنا كنرجع على التقييم كذلك، لأنه غياب تقييم أيضا، ولو أننا نقوم به، ولكن غياب ديك التتبع ديالو أو إرادة في إنجاز التقييم باش نعرفوا نقاط الضعف من القوة. فبالنسبة المهم على أين أكتفي بهذا، وكنعتقد أننا كاين مشكل آخر وهو ديال الريع أيضا، هذا كذلك يجب الحديث عنه، لأن الريع ينخر جسم المجتمع المغربي، لأنه نجد إنسان غني كثيرا ونجد فئة يعني منحطة. فهذا على ما أعتقد الأسئلة الجوهرية، واكتفي بهذا وشكرا. J'ai une première question. Est-ce que vous avez pensé dans votre étude à faire une différenciation du rendement du capital entre le capital public et le capital privé? Et par rapport à ça, je voulais savoir, est-ce que vous vous êtes interrogé de savoir si, par rapport à ce problème de manque d'opportunités d'investissement, d'épargne faible, etc., si l'investissement public n'évinçait pas l'investissement privé en orientant le capital vers des secteurs à revenus importants, mais à faible valeur ajoutée et à faible création d'emplois. Est-ce que le problème, justement, qu'il y ait une trop forte concentration vers les services, les infrastructures, etc., produisait en fait une éviction du secteur privé vers des secteurs à fort rendement. Merci et félicitations pour la présentation. J'ai 3 points à partager avec vous. La première question en fait qui concerne le rythme d'accumulation. C'est vrai, on a assisté à un processus cumulatif. L'intensité capitalistique a poursuivi un rythme de croissance de 4,8, mais ce rythme est largement supérieur à celui de la productivité. Cette déconnexion, en fait, ce rythme moins élevé de la productivité, est-ce que ça explique la qualité de l'investissement? Parce qu'on a parlé de l'effort de l'investissement, mais il y a également le concept de la qualité de l'investissement. Et la localisation de cet investissement. Est-ce qu'il est productif ou non productif? Il est localisé dans des secteurs à forte valeur ajoutée ou non?
et là où il y a un effort, un effet multiplicateur en termes d'emploi, de revenus et de croissance ou non. Le deuxième point concerne la profitabilité des entreprises. Certes, on a assisté à une accumulation du capital, il y a une intensité capitalistique, mais comment c'est répercuté sur la profitabilité des entreprises? Si c'est vrai qu'on voit les comptes nationaux, on voit que l'excédent brut d'exploitation a enregistré une croissance annuelle entre 6 et 7%. C'est vrai, il y a des bénéfices, mais comment ces bénéfices sont utilisés? Est-ce qu'une part des distributions, si la part des distributions des dividendes, et on le voit dans les comptes, qui a augmenté à un rythme supérieur, et donc ça n'incite pas à continuer ce processus cumulatif. Donc les entreprises ne cherchent pas à intensifier ou faire une extension de leur capacité de production, mais cherchent à distribuer les dividendes. Et ça impacte également l'autofinancement, leur capacité d'autofinancement, parce que l'investissement il est de faible qualité et en même temps on distribue davantage des dividendes et donc ça impacte leur capacité d'autofinancement. Le troisième point qui concerne l'accumulation, c'est vrai on a assisté à une accumulation, mais est-ce que la rémunération des facteurs de production cette rémunération a suivi le même schéma? Et là, est-ce qu'il y a une déformation du partage de la valeur ajoutée? Est-ce que cette accumulation a plus bénéficié au capital ou au travail? Merci. Au sujet de la comparaison de l'investissement public et privé, peut-être aussi l'investissement étranger direct. Moi, je vois par exemple au Mexique, on a toute cette industrie automobile et aéronautique. Je retrouve le modèle ici au Maroc. Je crois que c'est un très bon travail qui se fait dans cette industrie et tous ces parcs industriels de ces deux secteurs en particulier. Également pour la pertinence de ce thème et des résultats présentés. Je pense que c'est quelque chose d'important de traiter cette question qui est, je pense, au cœur des préoccupations aussi bien des partenaires publics que privés. Bon, tout le monde sait que effectivement l'investissement c'est le premier facteur de croissance. Bien sûr, on sait que l'investissement privé, moi je parle de connaissance un peu de ce qui se fait par les différentes sphères des autorités publiques, aussi bien au niveau national que local, à travers les politiques qui sont engagées depuis déjà plus d'une dizaine d'années, qui vont dans le sens de, je pense, des recommandations qui seraient issues de ce genre d'études. Maintenant, au-delà du diagnostic, moi j'ai entendu un certain nombre d'interventions qui pointent vers une partie publique pour trouver des solutions. Maintenant, quitte de la responsabilité des opérateurs privés. Moi, effectivement, j'aimerais bien avoir un son de cloche de la part de représentation du privé, peut-être de la CGM, des chambres de commerce et d'industrie, pour voir un peu, est-ce que c'est une responsabilité plutôt du privé que du public? Moi, je pense que le public a suffisamment à continuer à investir dans des situations, dans des conjonctures où il y avait une rareté de ressources. On a privilégié l'investissement en matière d'infrastructure parce que bon, je pense que c'est important de développer l'infrastructure pour permettre à des opérateurs privés de produire la richesse. Voilà, donc au-delà de ce diagnostic partagé, moi effectivement je rejoins là, c'était je pense une des premières recommandations de Monsieur le Ministre, de débattre de manière plus approfondie de ces questions pour pouvoir sortir des recommandations pertinentes et qui pourront, à bon escient, être utilisées aussi bien par les partenaires publics que les partenaires privés, les investisseurs, les entrepreneurs, et développer des outils plus pertinents pour orienter. Parce que bon, la question peut-être, est-ce qu'on va maintenant se mettre à orienter l'investissement, orienter l'initiative économique? Je crois que c'est ce qui ressort un peu de ça, de dire investir plutôt dans l'agriculture que dans l'industrie. Par quel levier? Ça aussi, il faut sortir. Est-ce qu'on va arrêter d'investir dans l'infrastructure pour développer des outils de financement pour les entreprises qui iraient investir dans des secteurs particuliers? Mais bon, globalement, je pense que la politique actuelle, elle vise à promouvoir l'investissement tout court. Si moi, il n'y a pas d'effet discriminatoire, on est content quand il y a un investissement qui s'implante aussi bien au niveau national que local. Faut-il développer des discriminations? Comment utiliser les leviers disponibles? Bon, il y a un certain nombre de leviers qui sont disponibles aux mains des pouvoirs publics, peut-être le foncier, l'investissement public, pour pouvoir bien orienter et avoir effectivement ces effets d'entraînement positifs en matière de croissance globale, en matière d'emploi
Et après, effectivement, en matière de rétablissement, de distribution de ces richesses additionnelles qui viendraient de tout ça. بالنسبة للاستثمار المباشر الخارجي الذي نوليه أهمية كبرى من خلال اللجنة الوزارية العليا التي توافق على ملفات الاستثمار الأجنبي. هذا الاستثمار الأجنبي الأهمية ديال الأموال التي تدار فيه هي تدار في إطار ما يسمى بالتدبير المفوض. فهذا القطاع ديال الخدمات وكيف شفنا أن الكثافة الرأسمالية تتشكل فيها القطاع ديال الخدمات 5% ومرشح للتزايد، يلزم أن تحاط هذه العملية بتدبير أحسن مما هي عليه من الناحية القانونية الآن، ثم أن تدار بشكل جيد على مستوى المنتخبين الذين سوف يديرون هذه الأموال على مستوى الجهوية ما بين المنتخبين وما بين يعني القرار السياسي في هذا القطاع يمكن أن يتم توجيهه لجلب الاستثمار، ولكن للتأكد على أن هذا الاستثمار سوف يستفيد منه المغرب ولن يكون مرشحا للهجرة فيما بعد، لأن الخطاب الأساسي للمدبر هو أنه يستطيع أن يخرج هذه الأموال بعد أن يحققها أرباحه. وشكرا. إيمانا مني بأن جميع القطاعات متداخلة ومتفاعلة وكل من قطاع يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في قطاع الآخر. بهذه المناسبة كنتمنى المقام ديالكم باش ديروا لنا واحد الإصلاح وتحدثوا لنا مع العاملين واصحاب القرار في قطاع العداله، لان قطاع العداله يرتبط ارتباطا عضويا بمساله الاستثمار سواء داخلي او خارجي. حينما ياتي المستثمر من الخارج واي استثمار لابد وانه يرتبط باحتمال النزاع. حينما يبقى الملف 15 عام و 20 عام في المحاكم التجاريه اللي كتعتمد على السرعه، طبعا غادي يجمع حوايجه ويبيع بنص الخطيه ويرجع في حاله. هذا المواطن الاجنبي. اما المواطن المستثمر المغربي اللي كيعرف بدواخل الاداره فهو عنده مشاكل. كنشدوا المسؤولين بالمحاربه الصارمه ديال الارتشاء، لانه راه داير غزاوه في قطاع العداله. وشكرا.